suis la directrice de l'Institut français d'Estonie et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle conférence, ce nouveau débat d'idées sur le thème des frontières et de l'immigration. Donc nous sommes ravis d'accueillir avec nos partenaires, la représentation de la Commission européenne et l'Institut des droits de l'homme, d'accueillir Marc Nuit, Yvan Gastaud et notre modératrice Marie-Lise Metz pour ce débat sur l'immigration dans l'histoire, deux pays, deux expériences. Merci à vous. Mais pour commencer, je vais présenter brièvement nos intervenants. D'abord, M. Yvan Gastaud, historien de la France contemporaine, bienvenue à Tallinn. Merci d'être venu. Donc, vous êtes maître de conférence à l'Université de Nice Sophia Antipolis et spécialisé en histoire de l'immigration et notamment aussi sur l'espace méditerranéen. Mais vous étudiez également l'histoire du sport et du football. Donc, peut-être on aura des idées nouvelles concernant l'immigration, le football et les relations interethniques à travers ce prisme-là. En plus de nombreuses publications, il est membre des associations et réseaux traitant des problématiques liées à l'immigration. M. Gastaud, je vous donne la parole. Merci. Merci pour votre accueil. Je suis très heureux d'être ici à Tallinn pour ce débat d'idées autour d'un sujet qui m'est cher, puisque je travaille, comme vous l'avez dit, sur les questions d'immigration en historien. Donc, je fais partie d'un laboratoire de l'Université de Nice qui s'appelle l'URMIS, Unité de recherche, migration et les sociétés. C'est une unité de recherche qui s'intéresse aux questions d'immigration interculturelle par différents aspects des sciences humaines. Ça peut être la sociologie, la psychologie, et pour moi, c'est l'histoire. Donc je vais parler plutôt d'histoire, mais de temps en temps, dans les sciences humaines, on regarde aussi les sciences voisines, sciences politiques également, ou relations internationales. Alors vous avez dit effectivement que mon approche est plutôt de travailler sur, plutôt que les politiques d'immigration, de travailler plutôt sur le regard que portent les sociétés dites d'accueil sur les migrants, surtout en travaillant le temps, en regardant comment est-ce que notamment la France, et puis ensuite, comme vous l'avez dit, j'ai un peu élargi mon travail, alors pas encore jusqu'à l'Estonie, mais peut-être ça viendra un jour, mais sur l'espace méditerranéen. Comment est-ce que les sociétés méditerranéennes, à travers le temps, ont regardé ce qu'on pourrait appeler les autres, l'altérité, parce que quand on parle d'immigration, ça pose d'emblée la question du rapport entre nous et eux et nous, cette idée d'altérité. J'emploie le mot altérité parce que c'est un mot qui permet de dépasser la simple question de l'étranger, dans la mesure où quand on regarde l'autre, justement, l'autre n'est pas forcément un étranger, c'est parfois une part de soi-même. Et aujourd'hui en France, par exemple, la question est centrale autour de ça, puisque vous avez peut-être suivi le débat autour de la déchéance de la nationalité qui fait qui a fait l'actualité entre les deux attentats, ceux de Paris au mois de novembre et les récents de Bruxelles. On s'est passionné pour une question que je trouve moi assez vaine, assez peut-être secondaire finalement, qui est la déchéance de la nationalité. Mais je vous invite à réfléchir comment est-ce qu'un pays comme la France peut, pendant 15 jours, 3 semaines, être passionné par un sujet qui ne touchera que quelques personnes et qui ne changera pas les choses. Donc ça permet d'évoquer effectivement dans le cadre de ce débat comment est-ce que la France a abordé le thème de l'immigration depuis, alors on pourrait remonter depuis très longtemps, depuis la nuit des temps peut-être. Et aujourd'hui la discipline historique en sciences humaines réfléchit beaucoup plus qu'auparavant à l'interculturel. C'est-à-dire qu'on a une relecture de l'histoire qui se fait en France et je dirais aussi dans d'autres pays, à l'aune, on pourrait dire, à partir de la dimension des relations interculturelles. Je prendrai un exemple qui est par exemple le Moyen-Âge. L'époque du Moyen-Âge est aujourd'hui, par mes collègues médiévistes, travaillée notamment, par exemple, la figure du Sarrasin, la présence aussi, enfin, la place de l'islam pendant le Moyen-Âge, ce regard qu'on porte aussi sur une religion qui, aujourd'hui, est, entre guillemets, considérée comme problématique, et comment est-ce qu'on le regardait, cet islam, cette civilisation musulmane au Moyen-Âge. Donc on relie même la préhistoire à l'aune des relations interculturelles. Donc je n'ai pas le temps, bien sûr, d'évoquer ça, mais il me semble intéressant de voir qu'aujourd'hui, ce sujet, cette thématique est entrée, a pénétré les sciences humaines, ce qui n'était pas le cas il y a encore 30 ou 40 ans.
Mais pour ma thématique, l'histoire contemporaine, je considère que, et d'autres historiens l'ont fait aussi, que le thème de l'immigration commence à travailler la société française, en gros, au moment de la révolution industrielle, c'est-à-dire au milieu du XIXe siècle, lorsque se développe une classe ouvrière, et les premiers étrangers en France, qui représentent, je dirais, une quantité de population importante, ce sont ce qu'on appelle, peut-être un terme qui n'est pas bon, mais les voisins. L'immigration des voisins, c'est-à-dire la migration de ceux qui viennent des pays avoisinant l'hexagone français, les Belges, les Allemands, qui sont aussi des travailleurs, pour beaucoup, les Italiens, et puis les Polonais, qui ne sont pas tout à fait voisins, mais qui ont quand même une dimension de voisinage pour cette époque, et ce sont les premiers travailleurs immigrés. Alors, se développe la notion de travailleurs immigrés, et on oublie beaucoup aujourd'hui dans le débat que ces populations ont été... évidemment accueillis avec beaucoup de difficultés. On a tendance aujourd'hui à oublier cette époque, en disant les Italiens sont bien intégrés, se sont bien intégrés, et aujourd'hui ils sont partie prenante de la société française. Alors oui, ils sont partie prenante de la société française, mais non, ils ne se sont pas bien intégrés parce qu'ils ont été victimes de discrimination, ils ont vécu sous des formes quasiment communautaires. L'un des stéréotypes qui était à leur égard, il est assez significatif par rapport à notre débat d'aujourd'hui, c'était le mot de Christos, c'est-à-dire qu'on considérait qu'ils pratiquaient la religion de manière fanatique, pourtant c'était la même religion que celle des Français de l'époque. Et donc, la distance existait déjà avec ces populations, ce que l'on a un petit peu oublié aujourd'hui. Et il y a un moment dans l'histoire qui est très particulier, c'est le moment où justement il y avait des formes de radicalisation chez les immigrés italiens, désœuvrés, qui n'avaient pas de travail, qui étaient des fils de migrants qui n'avaient pas la possibilité d'être employés quelque part, et qui cédaient à un type de radicalisation qui était à l'époque l'anarchisme. Et l'anarchisme a recruté des poseurs de bombes au XIXe siècle, et notamment des poseurs de bombes italiens. On a eu un président de la République, qui s'appelle en France Sadi Carnot, qui a été assassiné par un Italien, et ça a provoqué évidemment une forme de... Alors on ne parle pas d'état d'urgence à l'époque, mais de loi très dure vis-à-vis des anarchistes, d'ailleurs qui, l'histoire le dit, a permis à l'anarchisme de... Enfin en tout cas a tordu un petit peu le cou à l'anarchisme. L'anarchisme a disparu après ces lois très fortes qui ont été prises dans les années 1893, 1894, 1895. Donc, il y a cette première époque, on pourrait dire, alors je ne fais que l'aborder, je n'ai pas le temps d'aller très loin, mais cette première présence immigrée est une présence qui va durer, qui va perdurer, puisqu'encore dans les années 20, dans les années 30, ce sont ces travailleurs immigrés qui composent la société française du travail, à côté des travailleurs français, et bien souvent le regard qu'on porte donc est un regard plutôt négatif, même s'il y a des formes de solidarité, et bien souvent négatif au sein du monde ouvrier. C'est-à-dire que les ouvriers français ont une attitude bien souvent agressive, parfois virulente à l'égard de ces populations polonaises et italiennes. Je dirais même qu'en France, il y a aussi des formes de regard vis-à-vis des migrants qui sont des migrants de l'intérieur, notamment les provinciaux. Je pense aux Auvergnats, aux Bretons, la province française qui vient à Paris est regardée également comme une population immigrée qui vit entre elles, qui a son propre langage, ses propres codes culinaires, ses propres revues, ses propres, je dirais, relations, qui font que, notamment dans le quartier de la Bastille à Paris, la rue de l'Arc, etc., eh bien cette présence provinciale est aussi une présence qui fait de l'altérité. Donc ça c'est un premier temps, un premier moment, peut-être on pourra en discuter tout à l'heure, mais il y a une autre forme d'altérité qui commence à émerger à ce moment-là et qui émerge avec un décalé, et ça nous amène aussi à aujourd'hui, c'est la question de la colonisation. C'est-à-dire que la France est une puissance coloniale, est une puissance qui va, au nom je dirais, de la civilisation qui doit apporter ses lumières, c'était l'ambition de l'époque, et je dirais que la colonisation, pour le dire vite, est une valeur de gauche, eh bien, va, à ce moment-là, considérer que la France est aussi une puissance qui doit assimiler, c'est le terme qu'on emploie, assimiler les populations qui sont celles que la France administre, notamment au Maghreb, mais aussi en Indochine, mais aussi en Afrique subsaharienne, et puis dans d'autres territoires. Et là, il y a un regard d'une altérité très lointaine, parce qu'à ce moment-là, les coloniaux, les indigènes, ne sont pas sur l'Hexagone, sont plutôt très loin, mais il y a tout un discours sur une France qui, confiante en elle, une république qui, confiante en elle, une troisième république, va assimiler toutes ces populations. Et je crois que ces deux questions, immigration et colonisation, sont des questions qui vont s'interpénétrer, s'entrechoquer, d'autant plus que pendant la Première Guerre mondiale, en particulier, c'est le moment où
ces populations indigènes, notamment sous la forme de militaires, hein, c'est-à-dire des soldats, ou sous la forme ouvrière, c'est-à-dire des gens qui vont venir travailler dans les usines, vont venir dans l'Hexagone. Et il va y avoir également à ce moment-là une présence coloniale qui va désormais devenir familière dans l'Hexagone. Et cette présence coloniale, elle va ensuite devenir une présence étrangère et une autre forme d'altérité. Donc je pense que les deux dimensions s'accolent en quelque sorte. Et donc j'en viens à un troisième élément, maintenant en revenant plus vers le présent. Cette histoire qui nous amène à réfléchir aujourd'hui dans ce débat d'idées sur les questions d'immigration, elle a aussi un point de départ, et un autre point de départ plus récent, qui est la période dite en France, en Europe, en Occident, des 30 Glorieuses, 30 années après la Seconde Guerre mondiale, de très grandes arrivées en France de populations étrangères. Alors là, effectivement, c'est moins les populations dont j'ai parlé tout à l'heure, ce ne sont plus les voisins, ce sont plutôt alors un mélange d'autres migrants européens. Je pense beaucoup aux Espagnols et aux Portugais qui arrivent beaucoup en France, qui traversent les Pyrénées à ce moment-là et qui viennent travailler en France, dont on ne parle pas beaucoup parce qu'ils sont considérés comme étant moins problématiques que ceux qui vont désormais apparaître comme étant les populations montrées du doigt, désignées. Ce sont effectivement les populations venues du Maghreb, qui ne sont plus des coloniaux. L'Algérie est devenue indépendante et cette indépendance de l'Algérie est traumatisante pour la France, parce que c'est une perte de territoire, et il y a autour de cette perte de territoire, alors l'Algérie principalement, parce que c'était un territoire administrativement lié, le Maroc, la Tunisie, les autres territoires aussi, mais moins durement, là il y a une césure. La guerre d'Algérie est un moment qui va beaucoup marquer la période qui va suivre, et beaucoup marquer encore aujourd'hui notre quotidien. Par exemple, l'état d'urgence qui a été décrété après les attentats du 13 novembre revient à un état d'urgence qui avait été pour la première fois décrété pendant la guerre d'Algérie. Donc beaucoup de choses qui se passent dans la gestion des migrants après la guerre d'Algérie rappellent cette période de la colonisation, non sans difficulté de voir les choses et difficulté de penser. Et le paradoxe, peut-être, c'est que ce n'est pas parce que l'Algérie devient indépendante que le flux de migrants vers la France s'arrête. Au contraire. C'est-à-dire qu'en 1962, 63, 64, beaucoup de travailleurs arabes, comme on dit à l'époque, le mot arabe ne veut pas dire grand-chose, mais c'est le regard qu'on porte sur ces travailleurs, marocains, tunisiens, algériens, au-delà même, eh bien, arrivent en France et sont nombreux et s'implantent plutôt dans une vision qu'on a de la migration en France, mais aussi chez les migrants, qui est une vision provisoire. On ne voit l'immigration que comme une migration qui va durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Le migrant lui-même, venant en France, voit cette immigration comme provisoire. Il pense partir pour revenir au pays. Mais dans les deux cas, c'est une erreur. Dans les deux cas, c'est un leurre. Dans des cas particuliers, peut-être certains reviennent, mais dans une grande majorité des cas, les migrants s'installent. Ils s'installent et font des enfants. Et c'est là que naît, en quelque sorte, c'est à ce moment-là qu'apparaît un autre tournant, c'est dans la France des années 1980, donc il y a 30 ans, lorsque apparaissent sur le devant de la scène publique, notamment dans les médias, ce qu'on appelle les deuxièmes générations. C'est-à-dire des enfants d'immigrés français qui sont désormais formés à l'école française, mais qui ont des têtes, on va dire, un regard qu'on porte sur eux, c'est un regard d'arabe. C'est-à-dire quelque part on les voit comme des étrangers. Or ils sont français. Et donc il y a tout un débat à ce moment-là qui est un débat contradictoire, qui est un débat ambigu, paradoxal. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, 1980, 1982, 83, dans ces premières années 80, on a une vision de deux France qui s'opposent. Et c'est là où commence déjà un débat sur l'identité nationale. Une France ouverte, qui veut accueillir, enfin pas accueillir, mais qui veut faire la place à ces jeunes qui sont là. Des jeunes un peu turbulents, qui volent des voitures dans les banlieues, qui font des rodéos, qui ont une attitude parfois agressive, mais qui peuvent être canalisés par un autre mot qui n'est plus l'assimilation, qui est l'intégration. Et on pense que l'intégration, ça va marcher. C'est surtout une idée de la gauche de l'époque de François Mitterrand qui avait lancé cette ambition de l'intégration. Et puis une autre France qui émerge à ce moment-là, qui est dans le même moment complètement contradictoire, qui se traduit notamment par un vote sur l'extrême droite très fort. Le parti de Jean-Marie Le Pen est un parti qui va en 1983 passer de 0,1% à 10, 11, 12%, et donc une grande progression. Et donc le débat sur l'immigration émerge à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a maintenant plus de 30 ans, l'immigration est au cœur de l'actualité, avec deux réalités qui s'entrechoquent. Une réalité dans l'actualité qui montre des choses qui avancent,
C'est-à-dire qu'une société française qui connaît des formes d'interculturel. Il faut voir la place, par exemple, alors oui, dans le sport, pourquoi pas, mais dans les médias, dans le journalisme, dans la culture, dans le théâtre, etc., la place que prennent ces jeunes issus d'immigration qui ont effectivement désormais petit à petit gravi des échelons et atteint un certain nombre de milieux, de secteurs, notamment dans la politique. Hein. On voit que dans les dernières années, on a eu des ministres issus de l'immigration. Je pense à Rachida Dati, par exemple. Je pense à Azouz Begag. On peut penser aujourd'hui à Najat Vallaud-Belkacem. Hein. Donc dans les différents gouvernements, on a des gens qui atteignent des niveaux de responsabilité très hauts, dans les médias également. Des moments de liesse interculturelle, hein, la marche pour l'égalité des jeunes qui veulent demander leur place dans la société française en 1983, reçus par le président Mitterrand sur le perron de l'Élysée, des jeunes qu'on appelle les beurs, arabes à l'envers, ça veut dire beurre, et ces beurs sont français et on leur fait de la place théoriquement. La victoire à la Coupe du Monde 98, une victoire sportive, est un moment aussi de liesse, mais à côté de ça, on a aussi beaucoup de formes de radicalisation, de visions très négatives, qui se traduisent notamment par l'apparition, dans la période des années 80, notamment en 1989, du lien entre immigration et islam. Et un islam inquiétant. Jusqu'à cette époque-là, l'islam n'est pas tellement pris en considération quand on parle d'immigration. Je dirais même que l'islam est vu comme un facteur d'intégration. C'est curieux de dire ça aujourd'hui, mais si on regarde un certain nombre d'événements, je pense par exemple les usines Renault dans les années 70, pour permettre aux travailleurs immigrés musulmans de bien travailler, leur offraient des postes de prière. Aujourd'hui, c'est plus possible. Parce que, entre-temps, la vision qu'on a eue de l'islam est une vision qui s'est largement, et pas qu'en France, qui est devenue négative. Et notamment, autour des femmes, le port du voile. Le port du voile, en 1989, a commencé à devenir un élément de discussion sur l'identité nationale. En 1989, on a eu, pendant plusieurs semaines, le débat sur ces deux jeunes filles qui arrivent dans un collège pour la première fois avec un voile. Le proviseur ne les accepte pas, et ça fait tout un débat en France. Qui est raciste? Est-ce que c'est ces jeunes filles qui viennent et qui ne respectent pas la laïcité? Ou est-ce que c'est le fait de ne pas tolérer ces jeunes filles dans l'école? Et c'est un débat qui court encore aujourd'hui, avec de multiples rebondissements. Je n'ai pas le temps d'y revenir, mais peut-être tout à l'heure, ce sera l'occasion. Et donc, je dirais que dans ces années-là, 1980, on voit apparaître petit à petit, à côté d'un discours sur un interculturel qui se développe, un discours qui fait qu'aujourd'hui on en vient aussi à penser, notamment quand on voit que le Front National est un parti qui est pratiquement le premier parti de France, avec un vote très fort, même si les institutions permettent de contenir, mais peut-être que l'avenir nous le dira, ce parti pourra arriver au pouvoir. En tout cas, on parle beaucoup de la banalisation des idées du Front National. Donc je viens vous parler d'un paradoxe, vous voyez, une société qui avance et qui accepte la diversité, mais aussi une société qui a tendance, notamment pour le personnel politique, à anticiper une opinion publique qui se radicalise, comme se radicalise bien sûr une partie minoritaire des jeunes. Et je voudrais terminer là-dessus, sur le présent, sur aujourd'hui, parce que je suppose que c'est aussi ce qui peut intéresser un public qui voit la France pas forcément de très près, mais qui a des échos sur ce qui se passe en France. Bien entendu, la France a été le pays des attentats de novembre. Je rappelle simplement qu'il y a déjà eu des attentats, donc on a parlé des Italiens anarchistes, donc quelque part, il y a toujours une frange radicale qui a pu s'exprimer, parfois violemment. Je rappelle simplement qu'il y a 20 ans, en 1995, lorsque l'Algérie était en proie à l'islamisme très fort, le GIA notamment, hein, il y avait une décennie, ce qu'on appelle en Algérie la décennie noire. Eh bien, cette décennie noire avait eu des répercussions en France, notamment dans les jeunes issus de l'immigration, et on a eu notamment un attentat en 1995 dans le métro RER à Saint-Michel, qui avait occasionné plusieurs morts, et la traque de celui qui avait été l'auteur, en tout cas le cerveau des attentats, qui s'appelait Khaled Kelkal, a été un premier moment qui a montré déjà des formes de radicalisation de la part des jeunes. Alors oui, bien sûr, il ne s'agit pas de nier qu'en France, il y a le danger de ces radicalisations. Il y a le danger de ces jeunes qui adhèrent, en tout cas utilisent l'islam à des fins de violence nihiliste,
puisqu'il faut bien le dire, c'est du nihilisme à l'extrême, puisque la nouveauté, c'est sans doute que ces fauteurs de troubles, ces terroristes, sont prêts à mourir, et se font exploser dans un espace collectif, ce qui évidemment pose problème. Donc il y a cette nécessité aujourd'hui qui perturbe l'opinion française de vivre en paix, et aujourd'hui l'opinion est inquiète de cette situation, est inquiète de ces radicalisations qui d'ailleurs touchent d'autres pays européens. Donc il y a nécessité à jouer, je dirais, avec beaucoup de nuances sur une intransigeance vis-à-vis de ceux qui sont les milieux islamistes radicaux. Alors notamment, on voit que ça recrute beaucoup dans les espaces dits les banlieues. On a beaucoup parlé dans certains milieux journalistiques des territoires perdus de la République, où plus personne ne va, où il n'y a plus d'activité, où ces milieux sont complètement fermés et vivant en communauté. Donc la police intègre ça, et je pense que la police doit agir pour assurer la sécurité. Mais, bien sûr, il faut éviter les amalgames, et beaucoup de musulmans, d'ailleurs il y a eu des musulmans victimes des attentats du 13 novembre. Donc l'idée, c'est quand même d'éviter, bien sûr, de préconiser la répression forte de ceux qui sont les fauteurs de troubles, et donc il faut laisser agir la police, mais en même temps, il faut se garder d'un amalgame qui ferait de tout musulman un danger. Je pense que les terroristes ne sont pas, ne servent pas bien sûr la religion musulmane, et que beaucoup de musulmans souffrent évidemment de cette situation, puisque d'une certaine manière les musulmans sont obligés aujourd'hui, je dirais, de traiter le sujet puisqu'ils sont concernés, mais ils sont aujourd'hui obligés parfois de se justifier en disant mais attendez, nous ne sommes pas des poseurs de bombes, et nous n'avons pas ces velléités terroristes, et beaucoup de musulmans s'élèvent contre ceux qui posent des bombes. Attention, donc l'idée c'est d'éviter les amalgames, parce que l'amalgame, la fermeture, serait la catastrophe de notre société, qui est quand même une société d'ouverture, mais on est d'accord, une société fragile, et cette fragilité nous pose, et je dirais donc en conclusion de mon propos, puisqu'on débat, ne pas tenir trop la parole, que finalement se pose aujourd'hui le débat entre deux tendances. L'unité et la diversité pour la société française, et je dirais pour la société européenne, que nous sommes. Donc l'unité et la diversité. La France est construite dans l'unité. Et aujourd'hui, elle doit penser la diversité, elle est amenée à la penser. C'est difficile pour les Français de penser la diversité, on s'en rend compte depuis 30 ans. Mais la diversité est un élément je dirais, de richesse, et parfois aussi, on le voit, de difficulté et de tension. Et la deuxième dimension, c'est de travailler la tolérance et la discrimination. C'est-à-dire, comment peut-on être, nous, quand je dis nous, moi, chacun de nous, tolérant, c'est respecter l'autre. Mais il faut aussi que l'autre me respecte. Donc il y a là une dimension d'articulation entre tolérance et rejet qui nous permet de réfléchir entre l'individu et l'individu dans le collectif. Et ces questions, et notamment, je pense, la question de la diversité, nous amène à réfléchir qu'est-ce que j'accepte en tant qu'individu de celui qui est à côté de moi ou en face de moi, jusqu'où peut-on aller dans ce cadre-là, dans l'espace public. Et ça, c'est un véritable débat également, et je pense qu'il y a un défi qui touche la France, qui touche la Belgique, mais qui peut-être touche aussi d'autres pays européens. Voilà, merci. Merci beaucoup pour cette très intéressante introduction ou une partie du débat. Pour commencer, j'aimerais vous demander, aujourd'hui on a l'impression qu'on est face à une crise inédite, que la pression migratoire sur l'Europe c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, mais tout ce que vous avez évoqué jusqu'à présent montre qu'il y a eu des éléments similaires à plusieurs reprises dans l'histoire. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à démontrer ça pour apaiser la discussion? Qu'est-ce qu'on aura à apprendre de façon d'apaiser la situation et de montrer que c'est comme une partie normale de la vie? Oui, alors, l'historien peut être quelqu'un qui apaise, mais il peut être quelqu'un qui peut amener à l'inquiétude. Alors je dirais, il peut apaiser, parce qu'effectivement, en deux mots, on peut dire que le mouvement des réfugiés vers l'Europe, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Je n'ai pas parlé de ça, mais on pourra y revenir. Et qu'en même temps, on l'a beaucoup oublié. Donc c'est à la fois apaisant et puis inquiétant aussi, parce que, comme on oublie, par exemple, si on doit très simplement considérer une période, bien sûr qu'il y a des réfugiés avant, mais le mouvement des réfugiés de masse, c'est la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, c'est la matrice de beaucoup de choses, mais c'est surtout la matrice d'un mouvement en Europe, vers l'Europe. Et pas que vers l'Europe, il y a aussi des Européens qui quittent l'Europe vers les États-Unis, vers d'autres territoires, qui est massif. Je pense que j'ai appris ici qu'il y avait les passeports gris, mais le passeport Nansen, c'est-à-dire ce passeport qui permettait aux apatrides de pouvoir circuler, a d'abord été activé pour deux catégories de personnes, les Russes
non rouges, en fuyant le régime ou quittant la Russie après la révolution de 1917, et les Arméniens fuyant la Turquie et le génocide qui a été organisé à leur encontre. Donc, il y a, après la Première Guerre mondiale, des réfugiés qui sont issus, et nombreux. Si on voit les images, j'ai regardé les images des Arméniens qui quittent par bateau le Proche-Orient et qui viennent s'échouer sur les îles grecques, on a exactement les mêmes images qu'aujourd'hui. Dans les années 30, on a là aussi un moment très important, lorsqu'Hitler gagne les territoires de l'Est. Beaucoup de juifs allemands, beaucoup de juifs autrichiens, beaucoup de juifs tchécoslovaques quittent ces territoires et sont des réfugiés dont personne ne veut. Et il y a une conférence qui a été beaucoup rappelée en 2015 parce qu'elle a rappelé un passé tout à fait emblématique. En 1938, il y a une conférence à Évian, en France, qui a été organisée pour savoir, à partir des États-Unis, les Américains ont organisé une conférence réunissant les pays démocratiques européens pour savoir qu'est-ce qu'on fait de ces réfugiés. La solution a été exactement la même qu'en 2015, on ne sait pas. Personne ne veut accueillir les réfugiés, et donc les Juifs sont restés en attente. Les Américains en ont accueilli quelques-uns, mais pas suffisamment. Et donc il y a eu cette conférence d'Évian qui rappelle étrangement les vicissitudes européennes concernant l'accueil des migrants aujourd'hui. Donc bon, il y a eu beaucoup de réfugiés allemands aussi qui ont quitté les pays de l'Est après 1945. Donc il y a un mouvement de réfugiés que celui dramatique actuellement ne fait que poursuivre en quelque sorte. Donc l'histoire est utile à rappeler pour ça. Je vais passer la parole tout de suite à Panjout, mais avant, une très courte question. Quand est-ce qu'on devient nous? Très courte question, c'est simple. Je peux pas. Je pense qu'on devient nous dans le regard. C'est pour ça que je travaille beaucoup moi, sur les questions d'imaginaire. Parce que l'imaginaire fait beaucoup de choses. On devient nous quand la société a considéré que nous sommes nous. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Par exemple, aujourd'hui, les Italiens en France sont des nous, on pourrait dire. Mais pendant longtemps, ils ont été des eux. Donc on peut espérer que dans quelques années, beaucoup de musulmans, beaucoup de migrants issus de l'immigration maghrébine soient des nous. Beaucoup le contestent cette idée. Donc en France, il y a un vrai débat là-dessus. Voilà, merci. Merci beaucoup pour cette très intéressante introduction ou une partie du débat. Pour commencer, j'aimerais vous demander, aujourd'hui on a l'impression qu'on est face à une crise inouïe, que la pression migratoire sur l'Europe c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, mais tout ce que vous avez évoqué jusqu'à présent montre qu'il y a eu des éléments similaires à plusieurs reprises dans l'histoire. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à démontrer ça pour apaiser la discussion? Qu'est-ce qu'on aura à apprendre ou de façon d'apaiser la situation et de montrer que c'est comme une partie normale de la vie? Oui, alors, l'historien peut être quelqu'un qui apaise, mais il peut être quelqu'un qui peut amener à une inquiétude. Alors je dirais qu'il peut apaiser parce qu'effectivement, en 2 mots, on peut dire que le mouvement des réfugiés vers l'Europe, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Donc je n'ai pas parlé de ça, mais on pourra y revenir. Et qu'en même temps, on l'a beaucoup oublié. Donc c'est à la fois apaisant et puis inquiétant aussi, parce que comme on oublie, par exemple, si on doit très simplement considérer une période, bien sûr qu'il y a des réfugiés avant, mais le mouvement des réfugiés de masse, c'est la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, c'est la matrice de beaucoup de choses, mais c'est surtout la matrice d'un mouvement en Europe, vers l'Europe. Et pas que vers l'Europe, il y a aussi des Européens qui quittent l'Europe vers les États-Unis, vers d'autres territoires, qui est massif. Je pense que j'ai appris ici qu'il y avait les passeports gris, mais le passeport Nansen, c'est-à-dire ce passeport qui permettait aux apatrides de pouvoir circuler, a d'abord été activé pour 2 catégories de personnes, les Russes non rouges, en fuyant le régime, ou quittant la Russie après la révolution de 1917, et les Arméniens fuyant la Turquie et le génocide qui a été organisé à leur encontre. Donc il y a, après la Première Guerre mondiale, des réfugiés qui sont issus, et nombreux. Si on voit les images, j'ai regardé les images des Arméniens qui quittent par bateau le Proche-Orient et qui viennent s'échouer sur les îles grecques, on a exactement les mêmes images qu'aujourd'hui. Dans les années 30, on a là aussi un moment très important, lorsqu'Hitler gagne les territoires de l'Est. Beaucoup de juifs allemands, beaucoup de juifs autrichiens, beaucoup de juifs tchécoslovaques quittent ces territoires et sont des réfugiés dont personne ne veut. Et il y a une conférence qui a été beaucoup rappelée en 2015 parce qu'elle a rappelé un passé tout à fait emblématique. En 1938, il y a eu une conférence à Évian en France qui a été organisée pour savoir, à partir des États-Unis, les Américains ont organisé une conférence réunissant les pays démocratiques européens pour savoir qu'est-ce qu'on fait de ces réfugiés. La solution a été exactement la même qu'en 2015, on ne sait pas.
personne ne veut accueillir les réfugiés, et donc les Juifs sont restés en attente, les Américains dans le quelques besoin, mais pas suffisamment, et donc il y a eu cette conférence d'Évian qui rappelle étrangement les vicissitudes européennes concernant l'accueil des migrants aujourd'hui. Donc bon, il y a eu beaucoup de réfugiés allemands aussi qui ont quitté les pays de l'Est après 1945, donc il y a un mouvement de réfugiés que celui dramatique actuellement ne fait que poursuivre en quelque sorte. Donc l'histoire est utile à rappeler pour ça. Je vais passer la parole tout de suite à Bernhout, mais avant, une très courte question. Quand est-ce qu'on devient nous? Très courte question, c'est simple. Je peux pas. Je pense qu'on devient nous dans le regard. C'est pour ça que je travaille beaucoup moi, sur les questions d'imaginaire. Parce que l'imaginaire fait beaucoup de choses. Hein. On devient nous quand la société a considéré que nous sommes nous. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Par exemple, aujourd'hui, les Italiens en France sont des nous, on pourrait dire. Mais pendant longtemps, ils ont été des eux. Donc on peut espérer que dans quelques années, beaucoup de musulmans, beaucoup de migrants issus de l'immigration maghrébine soient des nous. Beaucoup le contestent cette idée. Donc en France, il y a un vrai débat là-dessus. Oui, est-ce que nous avons en France des statistiques ethniques aussi brillantes que celles que nous avons entendues au sujet de l'Estonie? Alors là, dans un sujet qui touche la France particulièrement, c'est la question de la possibilité de compter les populations, et notamment les populations étrangères. Alors vous avez raison d'évoquer ce fameux débat qui perdure, hein, sur les statistiques ethniques. Doit-on aujourd'hui, quand on compte les populations, quelle est la part de la différence, de ce qui les caractérise, quelle part prendront en considération? Et vous avez raison d'évoquer le fait que ce débat est un débat qui touche encore une fois ce que je disais, c'est-à-dire unité, diversité. Les tenants de ceux qui refusent les statistiques ethniques considèrent que les Français n'ont pas à se distinguer puisqu'ils sont Français. Et les tenants de ceux qui voudraient mettre en œuvre les statistiques ethniques seraient de considérer qu'il faut mettre en œuvre et en avant la diversité de la population jusque dans ses plus précis détails. Ça permettrait effectivement d'en avoir une meilleure vision. Ceci dit, dans les recensements population, je pense que M. Luth a évoqué aussi les recensements. Les recensements, c'est une machine administrative dont les premières statistiques ont été produites en 1851. Donc on a effectivement, depuis 1851, des chiffres, alors par nationalité. Mais, tout de suite je précise que ces chiffres ne sont jamais, on ne peut jamais compter exactement la population, dans la mesure où échappent à ces statistiques tous ceux qui ne sont pas recensés. On sait que aujourd'hui comme hier, la migration dite clandestine est un élément important des flux de population. Donc il y a beaucoup de populations qui échappent. Ceci dit, ça donne une tendance. Quand tout à l'heure je parlais des immigrés voisins, effectivement, ils sont comptés dans les statistiques. Donc la première nationalité en France étrangère, ce sont les Belges. Les Belges sont les plus nombreux étrangers en France en 1851 au moment du premier recensement, devant les Italiens, et ensuite ce sont les Allemands. Voilà, donc donc en France, il y a ce débat qui n'est pas tranché. Mon tour de répondre aux questions, à de nombreuses questions pertinentes que vous avez posées, qui nous invitent à beaucoup réfléchir. La première, sur le regard. Oui, moi j'insiste beaucoup, je ne suis pas un expert en matière de politique d'immigration, et je suis plutôt là pour analyser les dimensions d'évolution. Moi j'insiste beaucoup effectivement sur les stéréotypes, sur le regard qu'on porte plus que sur les politiques, parce qu'il me semble qu'elles sont en amont, ces images, cet imaginaire est souvent à la source de ce que les politiques vont mettre en œuvre. Et bien souvent un homme politique réagit aussi en essayant d'anticiper la dite opinion publique qui réagira selon ce que les conseillers ont pu lui indiquer. Donc je crois que depuis très longtemps, l'immigration c'est une histoire de regard, d'image, de jeu d'image, de relations fondées sur des stéréotypes parfois positifs, mais souvent aussi négatifs. Tout simplement parce que quand on a les catégories, tout à l'heure Madame parlait des statistiques ethniques, ou statistiques de cours, on voit que la question de l'immigration ne peut pas seulement se voir à travers les statistiques, même si elles étaient ethniques, tout simplement parce que, par exemple, dans le regard de la société française à certaines périodes, un Américain n'est pas considéré comme un étranger. À certaines périodes, un Italien, aujourd'hui, n'est plus considéré comme un étranger. Pourtant, il a une carte d'identité et un passeport qui n'est pas français. En revanche, un Français qui a des cartes d'identité françaises, qui a un passeport français, est souvent vu comme un étranger. Et ça, c'est le vrai problème. C'est que, d'une certaine manière, les papiers ne comptent pas,
puisqu'il y a au sein de la société française des personnes qui sont assimilées à des étrangers, à des populations qui ne sont pas françaises, et ça c'est un élément qui nous invite à réfléchir autrement qu'en termes de nationalité. Il y a dans la société française des populations qui sont jugées, vues comme différentes. Alors évidemment les critères, on les connaît, c'est le faciès, bien entendu, c'est le nom, c'est certains comportements peut-être, qui sont liés à des formes d'étrangeté qui sont pourtant bien françaises. Et ça c'est un vrai débat qui dure depuis 30 ans, je pense, et qui nous ramène à cette diversité dont il est question. Ça c'était pour la première dimension. La seconde, l'immigration comme un problème, je serais d'accord avec M. Nutt. Non, bien sûr que l'immigration ne doit pas être envisagée comme un problème. Elle peut l'être à certains moments, comme d'autres problèmes de société peuvent apparaître. Mais effectivement, l'individu qui se déplace, l'individu qui circule, d'ailleurs aujourd'hui quand on parle d'immigration, on réfléchit beaucoup en France et ailleurs, je pense, autrement qu'en termes de départ et d'arrivée. Mais aujourd'hui, on emploie plutôt la notion de circulation, notamment à l'heure où les moyens de communication sont facilités. Et on voit beaucoup des migrants qui sont ici et là-bas. Quand je dis ici et là-bas, ils sont dans la zone qui était leur espace d'origine, ils sont aussi dans la zone qui est l'espace d'accueil. Ils circulent beaucoup, notamment en Méditerranée, évidemment, c'est assez facile, comme peut-être dans l'espace baltique aussi. Et donc effectivement, il y a cette dimension de circulation qui renvoie et qui nous oblige aujourd'hui, vous avez raison, à peut-être dépasser la notion de problème. Bien sûr que, pour amener à votre quatrième question, sur laquelle je serais moins d'accord avec vous, c'est-à-dire que vous avez employé l'idée qui me semble moi aussi un problème à discuter, c'est l'idée d'intervenir dans certains pays pour qu'ils soient de bons gestionnaires. Je pense que là, on est aussi dans des formes de néocolonialisme, d'une certaine manière, pour vous porter un peu la contradiction, si vous voulez, pour essayer de réfléchir à cette idée selon laquelle, à mon sens, aujourd'hui, bien sûr, les migrants qui partent de Syrie, les réfugiés souffrent. Et ils partent parce qu'ils sont souffrants, parce qu'ils ont difficulté à vivre là où ils sont. Et il y a cette question essentialiste, je dirais, existentielle de l'accueil. Aujourd'hui, en Europe, on est sensible, voire attristé, ému par les morts en mer, qui se poursuivent quotidiennement ou régulièrement, mais on est contre l'accueil des réfugiés, il y a une contradiction. Quand je dis on est contre, on est globalement contre. Donc il y a quelque chose à discuter de ça, et au-delà de ça, il faudrait aussi envisager la migration comme étant autre chose que le résultat d'un problème d'une population à un moment donné. Les réfugiés sont effectivement des migrants qui partent pour des raisons politique et d'insécurité, mais on peut aussi envisager que quitter un territoire n'est pas forcément le projet d'un malheur ou d'un drame, c'est aussi parfois l'ambition de réussir sa vie ailleurs. On a parlé des Estoniens qui partaient vers d'autres pays à certaines périodes. Il ne faut pas oublier que les Français, qui se sont souvent considérés comme un pays d'accueil, ont été aussi, à certaines périodes, des personnes qui ont quitté la France. Si je prends le 19e siècle, combien de Français sont partis aux États-Unis? Combien de Français sont partis en Amérique du Sud? Combien de Français sont partis habiter l'Algérie, ont quitté l'Hexagone, pour des raisons aussi liées à des questionnements qui touchent aussi peut-être les populations estoniennes parties ou d'autres populations. Donc on a souvent considéré la France comme un seul pays d'accueil, il a été aussi un pays de départ, même si peut-être par rapport aux Italiens, les Italiens ont été plus amenés à partir. Mais vous avez aussi employé un mot qui est le mot invasion. Je crois que c'est important l'invasion, parce que invasion, ça renvoie à l'angoisse. Vous avez parlé des occupations. Est-ce que les occupations de l'Estonie ont quelque chose à voir avec la possible arrivée massive de migrants? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Parce que vous avez parlé du poids de la mémoire. Je pense qu'on sera d'accord sur le fait qu'il faut absolument peut-être faire le lien, c'est ce que j'ai essayé de faire aussi, entre le passé de cette diversité. On a montré, celui qui a montré qu'il y a une diversité de l'Estonie, liée à des contextes politiques différents. Avec finalement un pays qui est plus varié, plus divers qu'on ne le pense, je crois, puisque finalement il y a eu des déplacements qui ont été marqués, et donc cette mémoire elle doit jouer. Je crois que en France, par exemple, le poids de la Seconde Guerre mondiale, où les Français ont été évidemment pour beaucoup partisans du gouvernement de Vichy, pour certains ont accepté, toléré ou laissé faire la déportation des Juifs, la question du racisme a été une question qui a fait mal, qui a été tabou pendant longtemps, qui a empêché même d'envisager la guerre d'Algérie à l'aune justement de la discrimination. Et donc parler du racisme dans les années 50 et 60 en France, c'est quelque chose de douloureux. On commence à retrouver la question, le débat sur ce sujet plus tard, et ça c'est quelque chose d'important. Enfin, cette question de l'invasion, me semble-t-il, est quelque chose qui est aussi une angoisse occidentale, je dirais. C'est-à-dire l'idée d'une dépossession. Est-ce que l'arrivée des migrants est-elle un facteur de dépossession? Là aussi, peut-être pour apaiser le débat,
on se rend compte que vis-à-vis des Italiens, en 1907 en France, un écrivain qui s'appelle Louis Bertrand, inconnu, a écrit un ouvrage qui s'appelle L'Invasion. Et de quelle invasion il parle en 1907? De l'invasion italienne. Édouard Drummond, journaliste en 1886, parle de la France juive, et il parle d'une France envahie par les juifs. D'ailleurs, un sentiment qu'on a toujours pour certains dans l'opinion qui dit, oui, en France, tous les postes à responsabilité, ce sont des juifs. Donc, je dirais que cette idée de l'invasion, de la dépossession, est quelque chose qui fait partie des fantasmes de l'Occident. À mon avis, peu de réalité autour de ça, on est plus dans quelque chose de l'ordre d'un péril qui engendre des images. Bon, je vais répondre à votre question, qui est intéressante, hein, bien entendu, parce qu'elle est au cœur du débat, et je vous accorde la possibilité qu'on puisse en débattre. Aujourd'hui, en France, le concept de l'intégration est en faillite. C'est-à-dire qu'on réfléchit beaucoup au fait qu'on a développé des politiques d'intégration avec de gros financements, une politique de la ville qui va avec, c'est-à-dire s'intéresser aux quartiers qu'on a appelés banlieues, avec une certaine... en tout cas l'idée d'une faillite aujourd'hui, puisque ces politiques ont pris fin, on a changé le terme, on parle aujourd'hui de société inclusive, on parle plus d'intégration, on parle de diversité, on parle plus d'intégration, on parle de vivre ensemble, on parle plus d'intégration, le mot est un peu mis au placard. Bien entendu, quand on voit les attentats, c'est quelque chose qui nous interroge aussi. On se dit, mais comment cette population française peut-elle être violente contre celle qui l'a formée, qui l'a vu naître, qui l'a développée, etc. Alors, l'histoire nous amène à réfléchir à tout cela. Je ne suis pas certain, moi personnellement, mais c'est ma conviction, que l'intégration aujourd'hui ne fonctionne pas pour la bonne raison que quand je regarde l'intégration des populations par le passé, y compris même quand on parle des Auvergnats, des provinciaux, il y a toujours eu des discours qui ont été des discours de la non-intégration, c'est-à-dire dire que les Italiens ne veulent pas s'intégrer à la France parce qu'ils vivent entre eux, ils ont leur langue, ils ont leurs associations, ils ont leurs prêtres, ils ont leur manière de vivre, comme les Auvergnats quand ils étaient à Paris ne sortaient pas de leur quartier, comme plus tard les Espagnols et les Polonais, cette image de quelque chose qui en gros fonctionne, je schématise de la manière suivante, vous avez une migration qui arrive dans un pays, et cette migration qui arrive est une migration en général de travail, avec une certaine docilité, pour pas dire une invisibilité qui fait que ces migrants travaillent, sont logés en extérieur des centres de vie du pays d'accueil, et subit une véritable, je dirais, pression autour de cela. C'est vers la seconde génération, vers les enfants qui naissent en France et qui deviennent français, que la tension avec la société est forte. Et cette tension, évidemment, aujourd'hui, elle est peut-être plus forte que dans le passé, c'est tout l'enjeu de notre discussion, puisque les jeunes issus de l'immigration ont montré, pour beaucoup, une capacité à s'intégrer, une volonté de s'intégrer, puisqu'on parlait de volonté, et pour d'autres, un irrespect, on parle d'incivilité, dont il est, je vous l'accorde, tout à fait important de s'attacher. Parce qu'on a l'impression que ça dérive, et que cette dérive, elle est très liée notamment à notre système éducatif qui connaît, à mon avis, beaucoup de problèmes, beaucoup de faillites. Le monde enseignant aujourd'hui est en souffrance, en France, peut-être plus qu'ailleurs, et il souffre d'une désagrégation qui est très grave. Je crois que ça c'est l'élément difficile, à tel point que finalement l'intégration ne touche pas simplement les enfants d'immigrés, mais la jeunesse en tant que telle. Je rappellerai simplement que dans le passé, la violence des jeunes est quelque chose qui n'est pas nouveau, même si aujourd'hui ça prend des proportions jamais atteintes, mais on a eu à l'époque du 19e siècle ce qu'on appelait les Apaches. Les Apaches étaient des jeunes de 13 ou 14 ans qui, dans Paris, à la belle époque, étaient de très violentes bandes qui s'attaquaient aux passants et parfois les tuant. Mais bon, ça n'a jamais fait d'attentat, mais c'était les Apaches, une jeunesse turbulente qui était bien française pourtant, mais qui a posé beaucoup de problèmes. On parlait de la décadence de la société française à ce moment-là, au début du siècle, à l'époque de la belle époque, qui pourtant avait des bons côtés. Et puis plus tard, certains connaissent les blousons noirs. Ces jeunes, quand on les voit aujourd'hui à l'écran, les blousons noirs, ils sont plutôt en cravate et en costume, mais ils étaient considérés comme délinquants à l'époque, eux aussi très violents et parfois bagarreurs. Donc je dirais que il y a ce temps de l'intégration qui est souvent conflictuel et qui aboutit à terme à finalement l'idée qu'on va ensuite s'approprier véritablement l'identité nationale. Je pense par exemple aux Italiens, aux Polonais, aux enfants de Polonais qui aujourd'hui, plus français qu'eux, tu meurs. C'est-à-dire qu'en fait il y a une sorte
d'appartenance à la société française qui est revendiquée parfois même jusqu'à voter pour des mouvements d'extrême droite au nom justement du respect. Donc, c'est une réponse, si vous voulez, un peu en demi-teinte que je vous fais parce que je ne sais pas au final si cette génération-là aura la même possibilité de s'intégrer que les anciennes. Hein, mais en tout cas, il est vrai que la France doit s'attaquer à ce problème des incivilités qui aboutissent évidemment à des situations qui aujourd'hui sont des points de non-retour dont tout le monde est conscient qu'il faut agir à ce sujet-là.